Juste pour un peu de background, je suis américaine, je suis en France depuis peut-être 7 ans. Et avant, j'étais chef de produit. J'étais chef de produit pendant 5 ans chez Dailymotion. Donc c'est un domaine que je connais aussi. Mais maintenant, je suis en agence. Donc j'essaie de fight the good fight avec les clients. J'avais envie d'appliquer une métaphore sur le boxing. J'ai un peu lâché l'affaire. J'ai trouvé que c'était mignon, mais pas plus que ça. Mais je n'avais pas le droit de changer le titre. Donc aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui existe depuis une dizaine d'années et qu'on applique ici depuis presque un an. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile dans une démarche de gestion de produits. C'est pas du tout quelque chose à rester isolé dans une agence. Ça s'appelle Right et on va savoir qu'est-ce que c'est. Donc comment on fait des rondes entre les assumptions et les utilisateurs. Donc les slides sont en anglais, mais je vais présenter en français. Donc j'aime bien commencer avec une phrase que je dis à tous mes clients. Chaque design, c'est une hypothèse. C'est vrai, je trouve. Je pense que c'est un acquis. Et le problème, c'est que chaque partie prenante, ils ont leur assumption. Ils ont leurs propres hypothèses qui, souvent, sont pas testées. Donc, l'intérêt de Right, c'est que ça te permet de mettre un challenge sur les assumptions de toutes les parties prenantes un peu en même temps. Et après, de le refaire. On dit en anglais « roll with the punches ». C'est vraiment quand tu arrives à esquiver ou d'être tapé pendant un match de boxe. Donc ma première question pour vous, c'est est-ce que vous faites des tests ? Si vous êtes PM, et là je parle de user test, usability test, pas unit test ou AB test. Qui le fait ? Je peux voir des mains ? Ça c'est bien. À quelle fréquence ? Est-ce que c'est tous les ans, tous les trimestres, tous les mois ? Quand ? Mais en général. Journalier. Vous avez des utilisateurs chez vous chaque jour ? Non, mais je joue l'utilisateur ou bien des collègues. Ok. Il y a une autre phrase que je dis toujours aux clients. You are not the user. Ça, c'est une phrase de base de I am not the user. Ça, c'est une notion de base dans le UX. Il faut toujours faire cette remarque parce que souvent, on pense qu'on est pareil, mais on met quelqu'un d'autre devant l'écran. Donc, est-ce que vous faites... Qui fait les tests tous les trimestres ? Toutes les 2 semaines. Tous les 2 semaines. Ça, c'est vrai. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, vous êtes dans une démarche plus agile ou voilà. Ben, c'est cool, mais c'est pas tout le monde qui font ça. Après, la question, c'est qui fait les tests ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une agence, un prestataire Non, mais en général, vous faites ça... C'est la client des clients. Ok. Ça, c'est bien, mais vous faites ça vous-même, quand même, déjà. Oui, en tant que PM aussi. Mais est-ce que c'est vous qui jouez l'utilisateur ou est-ce que c'est vous qui mettez un utilisateur en face de l'écran et demande d'utiliser votre produit ? Ok, bah c'est cool. Ça, c'est déjà mieux que rien parce que je sais que c'est pas très souvent. Notre question, c'est qui voit le résultat ? Est-ce que c'est que vous ? Est-ce que c'est partagé avec les execs, les autres équipes ? À quel niveau c'est diffusé au sein de votre organisation ? Est-ce que ça reste plutôt restreint ? Ouais. C'est moi et les développeurs. Voilà. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Soit c'est que le commanditaire. Si c'est vous qui le faites, normalement, ça reste que vous. Et pour nous, ça pose un grand problème. Après, j'ai 2 questions qui sont peut-être un peu plus dures. Peut-être vous avez déjà la réponse. Si vous êtes en train de tester, c'est bon. Pourquoi vous faites les tests ? Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites après ? Est-ce que vous impactez vos propres records directs ou est-ce que ça reste... Quand vous travaillez avec une agence, est-ce que vous intégrez systématiquement leurs recommandations ? Ça dépend. En tant que PM, on n'a pas forcément le contrôle. Ouais, voilà. Bah, nous, on constate, ça c'est un peu moins chez
chez les pure players, mais on a pas mal de clients, ils se testent parce qu'ils sont censés les tester. Parfois, ils sont juste obligés de tester. C'est une demande de le big boss. C'est due diligence, comme on dit en anglais. Donc, ça veut dire qu'on fait les tests. Eh bien, on a fait les tests. Et alors on a fait les tests. Bon à vous. Et ça, c'est toujours la question. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est partagé? Est-ce que tout le monde sache qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pack les changements ou non? Et on trouve que souvent le cas, c'est pas partagé et ni impacté. Donc on constate qu'il y a vraiment un problème avec les tests classiques. Donc si vous êtes en train de faire les tests vous-même, les hallway tests, les tests un peu plus agiles, normalement c'est vous qui le voyez. Mais quand on voit les tests qui sont faits en agence, faits dans un mode ergonome, usability expert classique, ça rentre pas très facilement dans une démarche de produit ni de conception d'un site ou d'évolution d'un site. Et pourquoi? En général, les tests de usabilité, ça vient d'un monde plutôt académique. Et c'est là où le temps et le coût est vraiment pas un sujet comme c'est dans un monde de business. Donc, ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences ou aux mêmes délais. Et les délais, ça c'est un autre problème. Les tests classiques, ça peut prendre 3, 4, jusqu'à 8 semaines pour faire tout le recrutement, faire la passation, faire l'analyse et ensuite le restituer. La façon que ça s'est fait, en général aussi, c'est une analyse faite par les experts. Donc pas sous vos yeux. Ça rentre dans une boîte noire et après il y a un PPT qui sort. Même si parfois les parties prenantes sont invitées, ils ne sont pas forcément obligés, c'est pas censé être leur boulot. Ils ne sont pas censés être là. Et c'est pour ça qu'on voit un problème avec les résultats qui sont toujours transmis, qui sont présentés, au lieu d'être témoignés. Donc on n'a pas le big boss qui est dans la salle, soit derrière les vitres Santin, soit avec TeamViewer. Bon, ils ne se voient pas le truc. Donc c'est toujours une démarche de transmission et de documentation. On fait des test reports, on a un time on task, taux de réussite, etc. Et souvent, ces documents, ils arrivent là, où ils sont pas, où ça ne sert à rien, en gros. Et le gros problème avec ça, c'est après, comment on peut avoir la capacité d'intégrer des bons changements, des recommandations. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le buy-in. Et si les parties prenantes n'ont pas vu les tests, c'est beaucoup plus dur à les convaincre de faire quelque chose. Et là, on trouve le piège des tests sommatifs contre les tests formatifs. Donc, les summative tests, c'est à gauche, c'est mesurer, faire du validation, faire comme on doit faire. Et nous sommes plus intéressés, au moins chez Nearly, dans les tests formatifs, les tests qui nous permettent de passer à l'acte assez vite. Donc, comment on fait ça? Le RITE, c'est très bon pour ça. Donc, RITE, ça veut dire quoi? Ça veut dire Rapid, Iterative, Testing et Evaluation. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui a été inventé en 2012 par messieurs Medlock, Wixon, Terrano, Romero et Fulton chez Microsoft. Et c'est assez bizarre avec Microsoft parce qu'ils sortent des produits qui sont assez à chier, à part de Kinect, mais ils sortent pas mal des processus. Il y a le desirability test, il y a vraiment pas mal des bonnes idées dans les démarches qui sortent de Microsoft, mais après, en tant qu'utilisateur, je suis très content que j'ai plus besoin d'utiliser Word. Donc là, ils ont publié en 2002. Et au fur et à mesure, c'était diffusé et maintenant, ça devient assez courante dans les grands acteurs, eBay, Citrix, LexisNexis, etc. Donc ça, c'est un mode cascade d'un test classique. Donc on fait le planning, on fait la passation, après on analyse, ça rentre dans la boîte noire, ça sort un PPT, et après, est-ce que c'est modifié? Pas forcément. Et RITE, c'est beaucoup plus itératif, où on fait le plan, le test, l'analyse, on recherche une solution et on modifie. Donc et on fait plusieurs fois. Après, combien de fois, ça dépend de vous. Donc ça peut rassembler à ça, ou peut-être plus comme ça, si on fait 2 itérations, ou même comme ça, ou plus. Mais l'idée, c'est qu'on impacte les changements dès qu'il y a un problème où on a identifié la cause, et on a une solution potentielle identifiée. Ça peut être après même un test. Et
dans le paper de Medlock, Wixon et compagnie, ils ont indiqué que voilà, on dit toujours qu'à partir de 5 testeurs, on arrive à avoir en bonne partie des problématiques, mais même avec ça, ça peut être assez contraignant dans une démarche de produits rapide où il y a vraiment des contraintes de coûts. Donc ils ont dit, dès qu'on arrive à identifier un problème, pourquoi insister de tester plus. Donc on peut faire ça vraiment avec 1-2 testeurs, on peut faire ça avec des batteries de 5 ou plus, et on verra plus vers la fin des variations. Donc comment ça se passe? Donc c'est vraiment comme les tests classiques. Donc là on est sur un verbal protocol, thinking aloud, over the shoulder, appelle ça comme vous voulez. Mais l'idée c'est qu'on demande à l'utilisateur à faire quelque chose, une tâche, et de réagir en pensant à voix haute. Je pense que vous êtes tous au courant de cette méthode, qui reste quand même la base des tests d'usabilité. Mais il y a des précisions, il y a vraiment des petites nuances qui sont très importantes et qui sont pas à négliger. Donc là, je vais vous donner des principes qui correspondent plus ou moins aux étapes de démarche right, et après on va voir les variantes et quelques douzaines d'autres. Donc, il faut commencer avec le planning. C'est là où le buy-in commence. Donc là, c'est un peu évident. On fait ça toujours. Il faut recruter, il faut définir des tâches principales, il faut définir des métriques de succès, etc. Mais comme on va voir, l'engagement des autres équipes est archi important. C'est obligé en fait. Et donc le planning devient beaucoup plus compliqué vu qu'on a beaucoup plus de variables, qui s'appellent les gens, à intégrer. Donc c'est très important à se méfier d'un planning, une démarche de test classique. On sait juste toi et ton dev et peut-être 2-3 amis des amis qui va venir faire le test. Il faut vraiment faire attention à les agendas à tout le monde parce qu'il faut que vous avez toutes les équipes comme on va voir. Donc après, il faut bien, pendant le planning, il faut vraiment rassembler une équipe de toutes les parties prenantes qui peut être impliquée. Donc selon le modèle économique de votre site et selon votre produit, ça peut être forcément l'équipe produit, l'équipe UX, l'équipe de dev, il faut avoir un cochon technique, mais après l'équipe de marketing, l'équipe de contenu. Si c'est ad-driven site, il faut avoir l'équipe de pub et même jusqu'à certains exécutifs. Si c'est une problématique qui touche la localisation, il faut bien avoir le chef de localisation. Donc il faut vraiment mettre en place tout le monde et il faut les obliger à être là. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est vraiment la clé de toute cette démarche. Ça, plus celle d'avant. Il faut avoir une équipe, trans-équipe, et il faut dire que tout le monde est obligé d'être là. Dans l'idéal, on dit 100% du temps. Dans la réalité, il faut chercher d'avoir la majorité, genre une soixantaine, soixante-dizaine des tests qui sont vous. Pourquoi c'est important d'avoir quasiment tous les tests? Déjà, si vous êtes sur un modèle qui est beaucoup plus réduit avec peut-être 6 tests, 3 itérations des deux, il faut qu'ils se voient tous. Si c'est un peu plus large, il faut quand même qu'ils se voient beaucoup plus parce que s'ils se voient juste un ou deux, ça peut énormément influencer leur jugement. Et ça, c'est quand même quelque chose, il faut faire un petit garde-fou. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un usability expert ou au moins quelqu'un qui a un peu plus de tête UX qui est là pour dire ok, là on va prendre ça un peu plus délicatement parce qu'il ne faut pas penser que le premier problème c'est le plus sévère ou le plus fréquent. Mais le fait qu'ils sont là, c'est vraiment ça qui va assurer le buy-in pas dans le long durée parce que c'est rapide, dans le durée courte. C'est aussi un besoin d'un débrief en temps réel. Et juste après, un vrai débrief au show. Donc ça, il faut avoir toute l'équipe avec, soit si vous faites ça avec moi, une agence, l'équipe de prestataires, ou ce qui va faciliter les tests. Il faut que entre les deux tests, entre chaque test, vous prévenez le temps de discuter. Donc si ici, normalement, on prend un demi-heure, là, il faut peut-être prendre 1 heure, voire plus. Ça dépend toujours du modèle que vous voulez appliquer. Mais il faut prévoir un peu du temps de discuter après les tests et aussi le lendemain de faire un petit atelier de débrief ensemble pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Donc ça, comment vous priorisez? C'est un peu à vous. Nous, on fait ça un peu au chaud. On a ça
un peu naturellement, mais c'est les quatre niveaux qui, je pense que Wixon ils ont défini. Quick fix, c'est quand le cause est évident, la solution est évidente et on peut le mettre en place direct. Le big fix, c'est quand le cause est évident, le solution est évident, mais c'est un peu plus long. Donc c'est peut-être pas pour le prochain test, mais c'est peut-être pour 2-3 tests après. On verra si c'est quelque chose qu'on ne peut même pas impacter en fonction de la gravité ou autre. Mais ça se trouve qu'un quick fix, c'est juste une question de wording. On modifie un menu ou un peu de texte d'appel et pour le prochain test, c'est réglé. Mais par contre, si c'est dans un parcours ou sur quelque chose qui est un peu plus applicatif et il faut vraiment retravailler soit le proto, soit l'acture, il faut attendre quelques tests. Le what the fuck, ça c'est quand on n'est pas sûr de la cause ni de la solution. Donc c'est quelque chose à surveiller. Il faut collecter plus de données et voir si on ne peut pas le transformer dans un 2 ou un 1. Et après, il y a tout ce qui est autre. Ça, c'est vraiment les externalités. Donc, ça peut être un effet de board, soit dû au protocole du test, soit au testeur lui-même, soit d'un orage. Mais c'est une autre chose. Et toujours à surveiller, mais ce n'est pas forcément un problème avec le produit ou le prototype en lui-même. Pour revenir, une fois qu'on a fait les tests, et on toujours là en mode débrief live, on passe à la solution, à la recherche de solutions. Et c'est là où on est obligé de vraiment faire ça dans une manière collaborative. Il faut aussi avoir deux types de profils qui sont capables à être le garant. Il faut un designer de UX ou de produit qui est assez chevronné pour à la fois être capable de proposer plusieurs options. Si on constate un problème, il y a peut-être 2, il y a peut-être 5 façons de le résoudre. Et donc il faut que lui, il est assez expérimenté pour étaler ses options directement sur whiteboard ou autre, mais aussi qu'il a aussi expérimenté, qu'il a le restreint de ne pas proposer quelque chose qui est trop grand pour le problème constaté. Donc il faut toujours avoir un certain niveau d'équilibre. Et c'est là aussi où on doit avoir l'autre profil qui est le dev ou le garant technique pour éviter que la solution qui est trouvée collaborativement est faisable. Parce que ça ne sert à rien si on ne peut pas l'intégrer. Donc ça, en général, nous on fait dans les ateliers d'une demi-journée après les tests. Ça peut être fait le jour même selon le dispositif, mais c'est très 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 intense. C'est vraiment, on a toutes les équipes, c'est un travail à la fois d'animation et aussi de proposition. Et on sort des papers, mais on peut sortir une vingtaine de papers dans quelques heures. Et ce qu'on aime bien faire, c'est toujours étaler les solutions et aussi les points forts et les points faibles de chacun. Et comme ça, tout est sur la table et on peut décider. Après, on verra si, selon l'équipe, si on décide et on valide en même temps ou s'il faut intégrer le big boss juste après. Donc ça, c'est très important. Souvent, le big boss, il ne peut pas être là. Pas là jusqu'à un certain moment dans la journée. Donc là, on prévoit que s'il y a quelqu'un qui chapeaute beaucoup des produits ou beaucoup de projets dans le même temps, qu'ils arrivent à un moment donné. Et comme ça aussi, on a un certain time box sur l'affaire, sur la démarche. Et donc, il arrive, on étale tout ce qu'on a vu rapidement. Et on dit voilà, on a trouvé peut-être une vingtaine de problèmes. On a décidé qu'il y a 7 qu'on va traiter maintenant, 3 qui sont pour beaucoup plus tard et des autres qui sont hors scope. Mais là, pour le 10 qu'on a traité, on trouve ça comme option. Nous sommes plutôt pour cela. Est-ce que vous validez? Oui, bam. Et on s'est validé direct. Et comme ça, on peut impacter les changements. Et ça, c'est ce qui vient après. C'est on modifier les prototypes. Après, ça peut être fait sur un code base live ou sur un environnement de pré-prod ou de dev. Ça dépend de vous, ça dépend de la complexité de votre produit, mais c'est pas forcément Axure, Fireworks ou autre. Mais je sais que Fireworks c'est quelque chose qui est assez utilisé. Nous on est plutôt sur Axure, mais ça dépend. Après, il faut juste do it again.
Donc on fait ça autant de temps qu'il faut. Nous, on préfère de faire au moins deux itérations dans une semaine. Mais après, ça dépend de vous et ça dépend aussi pas juste de le produit en lui-même, mais le climat politique. Parfois, on fait des raids qui sont quand même très rapides, mais qui demandent peut-être 18 utilisateurs pour la première itération, juste pour avoir le buy-in sur la méthode. On dit, ok, voilà, on a vu un bon masse de gens, et après on va enchaîner avec des groupes un peu plus restreints. Donc voilà, en sommaire, qu'est-ce que ça fait. Donc pourquoi c'est bon? Première chose, c'est que we get the asses in the chairs, comme on dit. Dans une démarche où on n'a pas forcément le temps ou le budget pour avoir un usability test classique, ça nous permet, dans un temps beaucoup plus raccourci, de faire des tests avec les utilisateurs. Ce n'est pas forcément beaucoup moins cher. Parfois, c'est plus cher parce que ça demande une équipe très senior et ça demande un temps plein. C'est pas comme des usability tests, on peut se taffer en mi-temps. Mais en général, sur un délai assez court, ça nous permet d'avoir les feedbacks utilisateurs. L'engagement de l'équipe, c'est gigantesque. Parfois, c'est une espèce de thérapie organisationnelle, parce que c'est des équipes qui ne s'entreparlent pas, qui ne se voient pas, et là, ils sont tous sur la table, ils ont chacun leur priorité, mais tout est priorité, donc rien n'est priorité. Et ils ont chacun leur parti pris et bam, ça explose assez vite. Et il n'y a même pas besoin de les convaincre assez. On voit l'équipe marketing toujours un peu comme ça, mais ça me fait plaisir. Et donc, on a l'engagement, la dynamique de groupe qui fait aussi un alignement assez vite. Avec la validation en inline, la prise de décision est très transparent. On peut dire qu'on a le buy-in garanti, mais rien n'est garanti. Et juste comme dans le nom, c'est rapide. C'est rapide intégration de l'identification des problèmes et des solutions. Quand est-ce qu'il faut le faire? Early and often, comme tous les tests. Plutôt pendant la phase de design, c'est un peu plus dur à faire sur un site live, sauf si vous avez un espace pré-prod qui est assez souple. Ça intègre très bien dans les démarches agiles ou lean. Et en mode plus politique, c'est très bon s'il faut faire un reality check. Si ça fait longtemps depuis que vous avez fait les tests, et c'est quand même les équipes sont assez éloignées dans leur compréhension entre eux de qu'est-ce qu'ils attendent des utilisateurs, qu'est-ce qui marche pas. L'obligation d'être en place et de voir les modifications en live, ça calme des partis pris assez vite. Aussi quand les équipes sont divisées ou quand il faut valider et faire des changements assez rapidement. Par contre, il y a des moments où c'est quand même risqué. Quand les gens ne peuvent pas là ou quand ils sont trop sceptiques, on peut dire, c'est pas la peine parce que ça ferait plus de friction que rien. Quand les gens sont juste pas là, quand ils ne peuvent pas être intégrés ou ils sont pas dispo point barre, si certaines décisions demandent que quelqu'un peut être, que la présence de quelqu'un et eux ils ne peuvent pas être là, il ne faut pas le faire. Il faut faire très attention sur les parcours très complexes, surtout sur les applications, des choses comme ça, parce que la modification devient très difficile. Donc il faut vraiment avoir un système de lotissement qui permette l'optimisation bout par bout. Il ne faut pas faire ça au lieu d'un vrai refonte en profondeur. Non, on ne fait pas ça. Il faut aussi faire attention quand tu fais le shift entre un site qui est live sur quelque chose qui est plus en prototype. On fait toujours l'effet apples and oranges. Ça peut être fait, mais c'est quand même un peu chelou. Et après, quand il y a très très peu de marge de manœuvre, parce que s'il y a énormément des contraintes, on ne peut pas vraiment être rapide, on peut pas changer grand-chose. Quelques variations, on a vu certaines où ça se fait les modifications et les tests dans le même jour. Donc on fait 2 tests, on débrief, on décide les solutions, on change et on reteste. On fait ça chaque fois, après on fait un sommaire à la fin de la semaine. Ça c'est vraiment le plus rapide, mais il faut vraiment avoir des très bons testeurs. L'autre c'est on fait 2 itérations.
Donc ça c'est 4 tests. Nous on fait des tests d'1 heure, donc si on fait une journée de tests, ça va être 6 tests. Donc si on veut intégrer le débrief dans le jour même, il faut faire un peu moins. Ça c'est une démarche qu'on fait qui est un peu plus léger. On fait une itération et avec 2 journées de 6 tests. Et après, on peut faire des choses beaucoup plus lourdes, où on fait 12 tests, débrief, modification, 6 tests. Donc là, on a fait deux tests, mais avec un peu plus de volume. Et quand c'est des situations un peu tendues au niveau politique, ça rassure. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est pas forcément nécessaire d'être aussi costaud. Donc quelques tips. Il faut toujours être actif pendant les tests. On ne peut pas lâcher le stylo, regarder le téléphone, c'est vraiment pas bien. Il faut avoir ton A-team. Il faut amener vos tours. Parce que les juniors, ils ne sont pas capables de tenir la route. C'est très intense. Il faut avoir les gens qui sont capables de réagir et qui ont un peu de confiance et aussi d'expérience, quoi. Il faut bien traquer quand même les choses qui sont hors périmètre ou hors scope pour révisiter plus tard. Si vous faites ça sur les protos, il faut que les protos soient modifiables. Donc si c'est tout cracra avec un mélange des panneaux dynamiques, des images découpées, vous allez avoir du mal. Il faut prendre quelques pauses quand même. Et celui qui gère, qui facilite le passation, il faut une vraie démarche de crowd control, parce que souvent, si c'est fait en agence ou même entre équipes, ça part sur les sujets qui n'ont rien à faire. Et donc, il faut... Attention les gars, on revient sur le sujet. Et le timeboxing, c'est très utile aussi. Des choses à ne pas faire. Réagir quand la cause est pas encore très claire. Essayer de changer trop de choses d'un coup. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas bon à faire un redesign complète. En tant qu'agence, il ne faut pas accepter un périmètre de test trop large, soit au niveau de page, soit sur trop de parcours, etc. Il ne faut pas essayer d'être exhaustif. On n'est pas là pour voir toutes les problématiques. On est là pour les grosses briques, les grosses choses qui font vraiment chier, et après on va les gérer et passer à l'autre chose. Et comme toute démarche de design, il ne faut pas être trop attaché à vos idées. Il faut être capable de tout jeter à tout moment, parce que sinon, on n'avance pas. Donc voilà, un petit intro démarche Right. Donc si vous avez des questions, je pense que je suis déjà dépassé un peu dans le temps. Merci.